Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, on revient pour la vidéo de point du mois de décembre 2022. Et je pense que ça va être en même temps une sorte de vidéo de point de l'année 2022 parce que, pour être très sincère avec vous, nous sommes le 1er décembre au moment où je la filme. Donc du coup, j'ai pas grand chose à vous dire sur le mois de décembre. Donc je peux vous parler de choses que j'ai découvert depuis, après avoir filmé la vidéo du point du mois de novembre. Mais ça va surtout être l'occasion de vous parler un petit peu de ce qui m'a marqué en 2022. Je vais pas vous parler des réflexions côté introspection, vie simple et sereine, parce qu'il y a une vidéo dédiée à la question qui va sortir début janvier. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que sinon ça ferait une vidéo qui durerait encore 3 quarts d'heure. Mug, il vient de chez Merci, boulevard Beaumarchais. Ça a été fabriqué, la marque c'est Maria, Portugal, terracotta, since 1900. Voilà, donc la marque a l'air de s'appeler Maria, ça a l'air d'être fabriqué au Portugal. C'est stocké chez Merci au 111 boulevard Beaumarchais à Paris. C'est mon dernier mug, je l'adore. Et dedans, le thé s'appelle Rooibos numéro 25 de chez Palais d'été et c'est leur... Enfin, je l'avais acheté l'an dernier, je sais pas s'ils l'ont ressorti cette année, mais c'était leur gamme de thé de Noël. Que là j'ai en version thé rouge Rooibos sans théine puisqu'il est 15h45 je crois au moment où je filme cette vidéo. Du coup je ne bois plus de théine à cette heure-ci. Donc déjà 2 favoris. Ensuite, petit point du coup côté vie créative. Alors évidemment, en 2022, l'énorme chose de ma vie créative, c'est d'avoir créé la maison d'édition Café aux Étoiles. En janvier 2022, je venais juste de créer l'entité juridique, je me rappelle, je crois que c'est en janvier que le notaire était remis vers moi avec les statuts et tout. Le site web et la newsletter ont dû sortir en février-mars. J'ai embauché une community manager, Camille, qui anime l'Instagram de Café aux Étoiles et qui est trop bien, qui m'a... Mon Hermès, ma petite... messagère et ma première partenaire dans l'équipe. Donc qui a été recrutée en avril et on a monté l'Instagram en avril. Au mois de mai, j'ai fait la première vente qui était dédiée aux mécènes de Patreon et au mois de juin, j'ai lancé la boutique pour tout le monde. Et j'ai fait, je crois, j'ai lancé 4 ventes en 2022. Donc en mai, en juin, en septembre et en novembre. Donc la dernière vente vient de se terminer avant-hier. Il y a 3 jours au moment où je filme cette vidéo et là j'ai fini de tout imprimer, je suis en train de faire les enveloppes qui partiront par la poste demain matin. Voilà, donc c'était un truc énorme pour moi, même d'un point de vue croissance personnelle, d'oser créer une entreprise qui a quand même des frais mensuels, donc c'est quand même un investissement en temps et en argent, donc ça veut dire qu'il fallait que je croie suffisamment en moi et dans la pertinence du projet pour donner ce temps, cette énergie, cet argent pour faire vivre la maison d'édition. C'était vraiment un pari sur moi-même et sur cette idée, et sur vous qui me regardez, et sur toutes les personnes qui nous suivent sur Instagram, sur la newsletter, qui ont acheté lors des ouvertures de papeterie créative de la boutique, etc. Et j'en suis extrêmement ravie. Elle est pas rentable aujourd'hui, la maison d'édition. On est à peu près à l'équilibre. Si on compte en plus des frais de maintenance classiques, si on compte l'achat du papier, du machin, le temps que ça me prend de tout créer, etc. C'est pas... Il y a à peu près autant de sorties d'argent qu'il y a de rentrées d'argent, quoi. Elle est pas particulièrement rentable aujourd'hui. De toute manière, ce n'est pas le but. Elle n'a pas été créée dans un but financier. Elle a été créée parce que elle incarne des valeurs. Donc c'est la maison d'édition sereine et onirique. Et elle incarne des valeurs qui sont importantes pour moi, donc des valeurs d'indépendance. Donc c'est moi, en tant qu'artiste indépendante, qui ai créé cette maison d'édition. Et à l'avenir, je souhaite publier d'autres auteurs, autrices et peut-être aussi d'autres artistes aquarellistes. Et même si ça va être des gens qui vont dépendre de ma maison d'édition, ça reste une structure indépendante. Et pour moi, ça permet de soutenir l'art indépendant plutôt que de dépendre de grandes entités et de des gardiens du temple qui nous disent si on a le droit, pas le droit de faire des choses. Pour moi, c'était important de dire, le droit, je le prends en fait. La permission, je me la donne à moi-même, je vais pas attendre la permission de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était important pour moi de montrer que c'est possible, de garder mon indépendance et de montrer aux autres artistes que c'est possible de construire quelque chose en toute indépendance. Ça, c'était une des valeurs que je voulais porter, que je veux porter avec Café aux Étoiles. Il y a tout le côté vie simple et sereine, cocon,
cosy, réconfortant, serein, que j'avais envie de transmettre à travers notamment le style artistique de mes aquarelles et de la papeterie créative, vous inciter à inviter la créativité dans votre quotidien à travers la papeterie créative que je vends, à travers, pour l'instant j'ai pas grand chose, mais les PDF numériques qui parlent de vie simple et sereine, etc. Je veux mettre à disposition des ressources. Avec Camille, on a mis en place des choses gratuites aussi. Créatobre au mois d'octobre, sur le site et sur Instagram et sur Discord, pour inciter les gens à créer à leur rythme, en mode serein, en mode tranquille. Et on a suivi ça au mois de novembre avec le Slow Raimo, qui était le mois d'écriture, mais serein. Donc ça, c'était des initiatives totalement gratuites et accessibles à tout le monde. Donc il y a vraiment cette valeur-là avec la maison d'édition dans les différentes initiatives. Et le troisième point, qui est quelque chose que je vais mettre en place en 2023, qui est de mettre en place de donner un espace pour la littérature de l'imaginaire pour un public adulte, mais qui est plutôt positif, optimiste, réconfortant, onirique, cosy, etc. Ça, j'en ai déjà parlé à l'époque où j'ai créé la maison d'édition, on en reparlera quand la collection littéraire sera prête à sortir, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire en particulier, donc ce que j'appelle l'imaginaire, c'est science-fiction, fantasy, urban fantasy, tous ces genres-là, c'est soit des trucs très young adult, genre Harry Potter, Twilight, Hunger Games, tout ça c'est pour un public ado, jeune adulte, soit si c'est pour adultes, c'est souvent des trucs très sombres, très durs, avec une vision du monde et de l'humanité qui est très sombre, comme par exemple Game of Thrones, si vous connaissez, c'est un des trucs les plus connus. C'est quand même un univers de fantasy vachement sombre, vachement violent, et c'est de plus en plus trouvable, et de plus en plus trouvable dans le milieu anglophone d'ailleurs, c'est de plus en plus trouvable des choses qui sont à la fois adultes et positives, optimistes, lumineuses, mais il n'y a pas encore tellement de collections dans les maisons d'édition. Et moi, quand j'ai proposé mes livres à d'autres maisons d'édition, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas cette niche-là, parce qu'on me disait soit que mes personnages étaient trop âgés, les thèmes trop adultes, et qu'il faudrait que ce soit plutôt dans le young adult, ou alors on me disait que c'était trop plan-plan, trop cosy, trop pas assez sombre, pas assez... vous voyez. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de lecteurs et de lectrices qui cherchent des choses qui s'adressent à des adultes sans être hyper sombres, hyper violents. Et du coup, je veux que la maison d'édition, Café aux étoiles, propose ça. Que lorsque la collection littéraire sortira, en tant que lecteur et lectrice, vous sachiez que ça va être à la fois adulte et sympa, lumineux, optimiste. Et que si vous êtes auteur ou autrice, et que vous écrivez ce genre de choses, eh bien vous pouvez venir le proposer à Café aux étoiles. C'est vraiment cette petite niche qu'on se crée ensemble pour cet imaginaire adulte, mais onirique, positif, lumineux. Voilà, donc en tant qu'artiste, je suis hyper ravie d'avoir créé cette maison d'édition, j'y crois à fond. Je suis ultra honorée des premiers retours en fait de votre part. Camille me dit que sur Instagram, vous êtes tous et toutes hyper sympas, hyper enthousiastes, etc. Elle commence à avoir des influenceurs à qui on a envoyé un peu de papeterie qui sont super contents de l'initiative. Je suis allée aux Aventuriales fin septembre en Auvergne et il y a les organisateurs qui m'ont incité à prendre un stand en septembre 2023 et je pense que je vais en prendre un, et des auteurs-autrices qui m'ont posé des questions sur les soumissions à venir, etc. Enfin, ça a vraiment été bien accueilli. Donc je suis très très contente et j'ai envie de continuer à investir dans cette maison d'édition en 2023. Et puis dernière chose, c'est que j'ai quand même vendu mes toutes premières aquarelles originales et mes tout premiers tirages d'art en 2022 à travers les différentes ventes qu'il y a eu, donc d'aquarelles, papeterie créative, etc. Et ça aussi, je pense que c'est une grande étape pour une artiste d'avoir pour la première fois son art qui trouve preneur, des gens qui donnent de la valeur à ce que je crée, qui les encadrent et qui les mettent chez elles. C'est extraordinaire. Vous avez certains d'entre vous qui avaient acheté des aquarelles, vous avez envoyé des photos soit sur Discord, soit à Camille via Instagram pour me montrer votre aquarelle chez vous, encadrée, etc. J'en suis ultra honorée, c'est un incroyable honneur et un incroyable accomplissement de 2022 pour moi en tant qu'artiste. Et ça a été ce grand apprentissage en fait finalement de donner l'autorisation à ma voix VOIX d'exister et de mettre à disposition mon art grâce à Café aux étoiles et de me rendre compte que mon art apporte de la valeur à des gens.
et que c'est ma manière de contribuer. Ça a été ma grande... Vous savez, plutôt que d'avoir cette peur de me mettre en avant, de me dire non, mais en fait, quelque part, de la même manière que moi je ressens de la gratitude quand je lis les livres de personnes qui ont osé les publier, ben c'est pareil pour moi. C'était ma grande prise de conscience de 2022 en tant qu'artiste, que c'est pas quelque chose d'orgueilleux ou de vaniteux de mettre mon art à disposition, c'est plutôt que ça permet à des gens qui trouvent de la valeur là-dedans, bah, d'avoir la possibilité d'acheter cet art, d'acheter cette papeterie numérique, et bientôt d'acheter ces œuvres de fiction. Donc c'est quelque chose d'hyper positif, c'est quelque chose d'hyper encourageant, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur ou dont il faut avoir honte. Et si vous-même vous créez quelque chose, que ce soit de l'art ou si vous avez un projet entrepreneurial autre, mais n'ayez pas peur de lui donner vie, parce que si ça vous fait vibrer, il y a forcément des gens qui y trouveront de la valeur, donc vous leur rendez service en fait. Donc osez le faire. C'est ça que j'ai appris cette année et que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Et enfin, deuxième chose, côté création, qui va être plus là côté de la création pure. Donc je me suis beaucoup recentrée sur l'écriture en 2022, après m'être beaucoup concentrée sur l'illustration en 2020 et 2021. Là en 2022, bah, j'ai continué à écrire en 2020 et 2021, mais c'était moins proéminent. En 2022, je me suis vachement recentrée sur l'écriture. Ça va être l'occasion de faire un petit bilan du Slow Raimo en même temps que je vous parle de ça. Et en fait, ce qui m'a vachement aidée cette année, c'est elle. En fait, j'ai eu une liseuse à Noël 2021. Je vais demander. Une Kobo, et ça m'a changé la vie à la fois en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine. Donc en tant que lectrice, je vais y revenir juste après. En tant qu'écrivaine, ce que ça a fait, c'est que comme j'ai beaucoup plus lu, en fait, grâce à la liseuse, j'ai beaucoup plus lu. Et du coup, ça m'a permis d'énormément affiner mes intentions d'autrice. C'est-à-dire que quand vous lisez... Mais là, c'est pareil. Je vais le dire brièvement, parce que ça mériterait une vidéo ou un podcast à part de parler que de ça, mais beaucoup d'auteurs et d'autrices débutants disent « Je ne veux pas lire le genre que j'écris parce que je veux pas être influencée et que mon œuvre ne soit plus authentique, mais soit comme un plagiat de ce que j'ai lu. » Je suis tellement pas d'accord avec ça. Je pense même l'inverse. Je pense qu'il faut lire énormément de choses sur un spectre hyper large, parce que plus on lit de choses, y compris des trucs un peu moyens, un peu nuls, jusqu'à des trucs qu'on adore. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à affiner notre intention d'écriture. C'est en lisant plein de choses qu'on se rend compte de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à conscientiser ce qu'on préfère, et qu'on arrive à beaucoup mieux identifier ce qu'on a vraiment envie d'écrire. Et l'intention littéraire dans ce qu'on écrit, c'est hyper important. Ça, c'est Lavandier qui en parle dans son livre qui s'appelle « Évaluer un scénario », où il parle de comment juger justement les œuvres littéraires, bon, en l'occurrence scénario, mais ça marche aussi pour les romans. Et je trouve que ce qui change énormément la donne, aussi bien en tant qu'autrice qu'en tant que bêta-lectrice, quand je viens relire les romans en cours de mes copains-copines écrivains et écrivaines, c'est que quand on sait ce qu'on a envie d'écrire, ce qu'on a l'intention d'écrire, c'est beaucoup plus facile d'écrire et c'est beaucoup plus facile de savoir quoi corriger et comment. Donc c'est une question de conscientiser ça en fait. Et ça a été mon grand travail de 2022, grâce à tout ce que j'ai lu et que j'ai affiné en suivant ma curiosité, mes goûts en tant que lectrice. Ça m'a permis d'affiner aussi mes goûts en tant qu'écrivaine et j'ai pris conscience, mais de choses que j'essaye d'écrire depuis des années. Je suis revenue récemment sur mes premières amours de space opéra et je suis revenue sur mes intentions de mon tout premier roman que j'avais écrit il y a 7 ans maintenant, 2014-2015, ouais, 7-8 ans quand j'ai rejoint le forum d'écriture Cocyclix pour la première fois. Et à l'époque, c'était très inconscient mon intention d'autrice. Et bien là, j'ai conscientisé et c'est hyper intéressant de faire ce travail-là. Ce qui m'amène au bilan du Slow Raimo. Donc le Slow Raimo, j'ai mon petit carnet de bilan avec moi. J'avais tiré au sort, si vous vous rappelez, les paramètres pour écrire une novella. Et j'étais tombée sur de la science-fiction et je voulais écrire de la romance paranormale. J'étais tombée sur de la science-fiction avec tout un tas de paramètres. Et du coup, j'ai fait un plot embryo, j'ai préparé un univers et j'ai commencé à écrire. Je sais pas exactement combien de mots j'ai écrit au total. J'ai écrit le prologue et puis peut-être 1 ou 2 chapitres. J'ai dû écrire 20% de la novella, quelque chose comme ça.
Et donc j'ai fait mon petit bilan du SlowRimo pour vous donner un exemple de comment j'apprends à me connaître en tant qu'écrivaine petit à petit. Et en fait j'ai pas été hyper enthousiaste à écrire ce projet. J'ai eu du mal à m'y mettre et en fait j'ai écrit dans ce carnet là, à chaque fois que j'ai écrivé une scène, j'ai fait un petit double page d'introspection après. Comment je me sens, est-ce que j'étais enthousiaste, est-ce que j'ai procrastiné, pour essayer de me connaître en tant qu'autrice. C'était vraiment le but du SlowRimo cette année. Je voulais voir si j'étais capable, qu'est-ce que je ferais si je devais écrire une romance paranormale moi, et je voulais mieux me connaître en tant qu'autrice. Et je me suis rendu compte que quand je manque d'enthousiasme à l'écriture, c'est que c'est pas tout à fait ce que je veux écrire. Les paramètres sont pas tout à fait bons, je suis pas tout à fait alignée avec ma véritable intention, ce qui me fait vibrer, ce qui m'enthousiasme. C'est la même chose qu'avec la lecture, je vais y venir, c'est que si un bouquin, il faut que je me force à lire le prochain chapitre et tout, c'est qu'en fait il est pas vraiment à mon goût le livre. Et ben c'est pareil avec l'écriture. Si je dois me forcer à écrire, non pas par manque d'énergie, parce que des fois on n'arrive pas à écrire parce que j'ai pas d'énergie créative. Là c'était pas un problème d'énergie créative, c'était un problème d'enthousiasme. Et j'ai conscientisé le fait que si je n'ai pas d'enthousiasme à écrire, c'est que ce que je suis en train d'écrire, je suis pas 100% dans mon intention. Et que du coup, faut revenir, arrêter d'écrire et revenir à une autre phase de l'écosystème créatif. Revenir à une phase plutôt d'inspiration et de germination, de venir me demander pourquoi je suis pas 100% motivée là-dedans et qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour que ça m'enthousiasme davantage. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que j'ai pas forcément envie d'écrire tout ce que j'aime lire. C'est évident quand je le dis, mais c'était pas évident pour moi quand j'ai commencé le SlowRimo, parce que j'ai voulu me faire écrire une romance paranormale. J'aime beaucoup lire des romances paranormales. Ça a été une grande découverte de 2022, ça, comme source de réconfort émotionnel. Mais en fait, j'ai pas envie d'en écrire. J'ai pris conscience en essayant d'écrire ce projet que je n'ai pas envie d'écrire de romances paranormales. J'ai envie d'écrire des histoires qui ont une intrigue. J'aime beaucoup écrire par exemple des mystères, des enquêtes. Donc avec une intrigue, avec des mystères à résoudre, avec une profondeur d'univers. Et éventuellement une histoire d'amour entre deux personnages ou plus que deux, pourquoi pas. Mais je me rends compte que j'ai pas envie d'écrire une histoire qui est centrée sur la romance. J'aime les lire, mais je ne prends pas forcément plaisir à en écrire. Donc tout ce que j'aime écrire, ça fait partie de ce que j'aime lire, mais tout ce que j'aime lire ne correspond pas forcément à ce que j'aime écrire. Donc il y a un peu ce que j'aime lire et puis ce que j'aime écrire, qui a un plus petit rond à l'intérieur, vous voyez. Donc j'ai découvert ça sur moi-même avec le SlowRimo. Et la dernière chose, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai besoin de prendre en compte diverses phases de l'écosystème créatif. C'est-à-dire que je suis pas comme Amélie Nothomb à pouvoir écrire 4 heures par jour, tous les jours. Moi, il y a des moments où j'ai besoin de me reposer pour prendre du recul face à mon texte. Il y a des moments où j'ai besoin de m'inspirer, et des moments où j'ai besoin d'apprendre des choses. Par exemple, d'aller lire des bouquins de techniques d'écriture parce que je sais pas bien écrire mes scènes d'action, par exemple, et du coup j'ai besoin de me former sur un truc en particulier. Voilà, je me rends compte que voilà, j'ai besoin d'écouter où en est le projet, et que le projet n'est pas forcément prêt à être écrit. Et du coup là pour Prime d'Obsidienne, il y a quand même des idées que j'ai tirées au sort qui m'intéressent énormément. J'aime bien ma race alien qui a des désignations au-delà du genre, parce que ça pose plein de questions sur nature versus culture. Ça pose plein de questions un peu de téléologie, ça s'appelle, cette idée que on doit forcément donner un arc au meilleur archer de l'équipe. Et j'ai envie d'explorer un peu cette idée-là. Est-ce qu'on doit vraiment donner la position à la personne qui est la plus douée pour, ou est-ce qu'on la donne à la personne qui a vraiment envie de le faire? Donc j'ai envie d'explorer ça, mais je reviens à l'étape d'inspiration, et du coup on en revient à l'utilité de la liseuse. J'ai acheté et mis sur la liseuse 5 ou 6 space opéra, certains qui sont plus vendus comme de la romance, d'autres qui sont plus vendus comme de l'aventure, et je vais les lire. Là je pars dans 10 jours maintenant, 2 semaines, je pars à Varsovie. Après, il y a les vacances de Noël où je vais prendre le train pour aller voir la famille, la belle famille. Donc je vais avoir beaucoup de temps pour lire. Donc je vais nourrir mon chaudron de l'inspiration en lisant différents space opéra. Et justement en utilisant mon fameux carnet des idées créatives que je vous ai présenté ou que je vais vous présenter. Je sais plus dans quel ordre elles sortent les vidéos. Mais je vais vous présenter mes carnets de 2023. Et dont un carnet où je note mes idées. Et du coup là je vais pouvoir noter tout ce que ces space opéra m'inspirent pour planter des graines, pour ensuite arriver à affiner ce que j'ai vraiment envie d'écrire avec Prime d'Obsidienne. Et je ne reprendrai le premier jet que lorsque j'aurai bien clarifié tout ça, que les idées elles auront bien germé, et que j'aurai retrouvé cet enthousiasme d'avoir envie d'écrire la suite, parce que j'ai envie de lire la suite, vous voyez. Et du coup là au mois de décembre,
je vais me focaliser sur les corrections de l'Office des enquêtes discrètes 1, qui s'appelle Mon Paris, qui sera la première sortie littéraire de Café aux étoiles. Pour terminer cette vidéo de points du mois de décembre / l'année 2022, les inspirations, favoris, culturels, etc. Et du coup, je vais revenir à ceci. Quelque chose qui a énormément changé pour moi en 2022, c'est que j'ai retrouvé le vrai plaisir de lire. J'ai toujours lu depuis que je suis gamine, depuis que je sais lire. Toujours adoré lire. J'avais dévalisé la bibliothèque rose et la bibliothèque verte de la bibliothèque municipale quand j'étais petite. J'avais dévalisé le CDI, le centre de documentation et d'information de mon collège quand j'étais au collège. Toujours adoré lire. Mais en fait, ces dernières années, je suis un peu rentrée dans une routine que j'avais fini par admettre comme normale, où j'avais mis lecture dans mes petites habitudes, mes petites routines du soir, vous voyez. Donc le matin, c'était ma petite lecture de non-fiction, le soir, c'était mon petit chapitre de fiction. Et en fait, la plupart des bouquins que je lisais, il fallait un peu que je me force à lire mon chapitre. Et des fois, je pouvais passer 2, 3, 4, 5 semaines sur le même livre, parce que j'avançais un petit peu doucement dessus. Et puis, de temps en temps, je tombais sur un bouquin que je trouvais génial et que je finissais en 2 jours. Et je pensais que ce pourcentage était normal, d'avoir 80-90% de bouquins un peu moyens, qui m'enthousiasment moyennement, et à peu près 10-20% de bouquins que j'adore. Et là, ce qui s'est passé en 2022, c'est que grâce à la liseuse, et grâce à Goodreads, 2 éléments, j'ai beaucoup plus lu et j'ai énormément suivi ma curiosité. Donc pourquoi grâce à la liseuse? Parce qu'il y a pas mal de bouquins en fait que je m'autorisais pas à lire, parce que comme je lis beaucoup en anglais, beaucoup de l'imaginaire, il n'y a pas tellement de choix à la bibliothèque municipale, donc je pouvais pas trop les emprunter pour les rendre, et du coup il fallait que je les achète et qui m'encombrent les étagères. Et en fait c'est beaucoup plus difficile, enfin en tout cas moi j'avais, en plus avec mon minimalisme et tout ça machin, j'avais plus de scrupules à acheter un livre que j'étais pas sûre d'aimer, vous voyez. Et puis je lisais plus de sagas non plus parce que je voulais pas avoir 12 tomes sur mon étagère. Donc en fait ça limitait beaucoup ce que je m'autorisais à essayer de lire. Et grâce à la liseuse, où les e-books sont 1, moins chers, et 2, prennent pas de place, et ben je me suis autorisée à tester plein de trucs que j'aurais jamais osé tester autrement si j'avais dû acheter le livre physique en fait. Et donc le deuxième outil qui est Goodreads, donc je sais pas si vous connaissez, Goodreads c'est une sorte de plateforme un peu réseau social, mais je trouve qu'il n'y a pas les inconvénients des réseaux sociaux. On va dire c'est une plateforme comme une énorme bibliothèque mondiale de tous les bouquins qui existent. C'est pas une plateforme commerciale, ils ne vendent pas de livres. En fait ils référencent tous les livres et vous créez un compte et vous pouvez noter les livres que vous avez envie de lire, les livres que vous avez lus. Vous pouvez mettre des tags en fait sur les livres, par exemple ça c'est de la science-fiction, ça c'est du space opéra, ça c'est de la fantasy, ça c'est de la romance, ça c'est de la non-fiction, ça c'est de la poésie, vous voyez. Et créer ils appellent ça des étagères par genre pour classer les livres que vous avez lus. Et vous pouvez mettre des notes sur 5 étoiles, de 1 à 5 étoiles aux livres que vous lisez, vous pouvez mettre des avis sur les bouquins, et surtout ce qui est intéressant c'est que vous pouvez lire, voir la note moyenne et lire tous les avis des autres membres de Goodreads qui ont lu le livre. Et après, il y a tout un système d'algorithmes, et qui est hyper puissant, où quand vous êtes sur une page d'un livre que vous avez aimé, l'algorithme vous propose d'autres livres similaires que les lecteurs et lectrices de ce livre ont également aimé. Donc en fait, ils utilisent les millions d'utilisateurs et d'utilisatrices et tous les bouquins qu'ils ont lus pour nourrir cet algorithme qui vient proposer des bouquins similaires. Donc ça, c'est la machine. Et après, il y a un autre outil qui s'appelle Listopia, qui sont en fait des listes à thèmes qui sont créées par la communauté. Donc ça, c'est créé par des humains et pas par un algorithme, où il y a des thèmes, pareil, les listes, il y en a plein, très très larges comme meilleure science-fiction, tout comme très très précises, du genre, il y en a une qui s'appelle Get Your Firefly Fix, qui veut dire en gros des livres qui sont similaires à la série Firefly. Et en fait, ces 2 outils, l'algorithme automatique de Goodreads et les listes proposées par des humains, c'est hyper complémentaire pour découvrir de nouvelles choses. Et en 2022, j'ai énormément utilisé Goodreads, c'est vraiment une mine d'or, pour affiner mes goûts de lectrice et venir trouver d'autres bouquins comme ces 10% que je dévore en 2 jours tellement je les trouve géniaux. Parce que du coup, quand il y a un livre que je trouve génial et que je dévore, par exemple en début d'année, j'ai découvert Mercy Thompson que j'ai adoré. Et ben je suis allée voir sur Goodreads quels sont les bouquins similaires à Mercy Thompson, et j'ai noté des références, et du coup avec la liseuse sans avoir peur de me tromper, j'en ai acheté quelques tomes 1 que j'ai mis en e-book, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé,
Et du coup, je suis allée voir ce que j'ai aimé. Hop, que me dit l'algorithme Goodreads? À quelle liste ça a été ajouté? Donc par exemple, Mercy Thompson, il va être sur des listes du genre meilleure urban fantasy pour adultes avec une femme comme personnage principal. Et du coup, je vais aller regarder dans la liste qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et en fait, en faisant cette petite recherche, à chaque fois que je terminais un bouquin que j'ai aimé, je faisais cette petite recherche d'avoir 3-4 autres livres similaires à lire. Bah, j'ai découvert plein de sous-genres, j'ai découvert plein de bouquins, j'ai vachement affiné mes goûts de lectrice, et je suis passée de 90% de bouquins qui me font un peu chier et 10% de livres que je dévore à 90% de livres que je dévore et 10% de bouquins qui me font un peu chier et que maintenant je finis plus. Un autre avantage à la liseuse, c'est que j'ai plus aucun scrupule à arrêter un livre avant de... sans aller jusqu'au bout s'il me plaît pas. Donc du coup, ce Goodreads m'a changé la vie. Si ça vous intéresse, du coup j'ai réactivé mon compte parce que j'avais déjà un compte que j'avais depuis 2012 mais que j'avais arrêté d'utiliser depuis 2017, qui est à peu près l'époque où justement la lecture c'était un peu... Donc là je l'ai réactivé. Si ça vous intéresse, je crois que mes étagères sont publiques. Donc si vous voulez aller voir ce que j'ai lu récemment, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé comme livre de non-fiction, ce que j'ai aimé comme science-fiction, ce que j'ai aimé comme fantasy, etc. Vous pouvez aller voir. Ça vous fait une source vous aussi d'informations qui vous est accessible, sans aller revoir tous mes favoris des mois précédents. Si vous voulez vous inspirer de ce que j'ai aimé lire, si vous avez certains goûts qui sont en commun avec les miens, ou si vous voulez lire certains. Alors j'écris pas des avis sur tous les livres que je lis, j'ai pas le temps, mais ça m'arrive de laisser un avis en anglais si j'ai lu le livre en anglais et en français si j'ai lu le livre en français. Donc ça, grosse recommandation de 2022, Goodreads, si vous êtes lecteur ou lectrice, c'est un outil extraordinaire. Et il y a beaucoup à dire sur le fait de prendre le temps de se connaître et de connaître nos propres goûts et d'aller vers vraiment ce qu'on aime. Je pense que ce sera un sujet de podcast pour 2023, ça, parce que ça m'a tellement changé la vie en tant que lectrice. J'ai retrouvé la passion de la lecture que j'avais quand j'avais 15 ans, quoi. C'est un truc de dingue comme ça m'a changé la vie. Du coup, tant que j'y suis, les dernières lectures que j'ai bien aimées, alors il y en a un que... lecture chelou. Ça s'appelle Beyond the Next Star par Melody Johnson. C'est très très chelou, mais je me suis énormément amusée. En gros, le pitch, c'est une humaine qui a été enlevée sur la Terre. C'est de la science-fiction, c'est du space opéra. Et qui s'est retrouvée capturée par une race alien avancée qui pense que c'est un animal en fait, qui n'a pas compris que les humains étaient conscients d'eux-mêmes. Donc ça c'est l'héroïne qui est comme ça, et le héros c'est un militaire qui est actuellement suspendu parce qu'il a un stress post-traumatique. Et sa psy lui dit qu'il lui faut un animal de soutien émotionnel, et il se retrouve à avoir l'humaine de compagnie comme animal de soutien émotionnel. Alors moi les pitchs bizarres j'aime bien parce que ça peut être très pourri comme ça peut être très cool, très voilà, ça change. Du coup je l'ai téléchargé quand j'ai vu, je l'ai acheté là quand j'ai vu le pitch, et en fait c'est une très très agréable surprise. C'est une romance, un romance de space opéra. Je m'attendais à un truc un peu bizarre et en fait c'était très bien fait. Parce que les deux personnages ont des traumas, etc. Ils sont très très approfondis. Et cette idée d'humain de compagnie, elle est très bien exploitée. Parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elle le dit pas à ces aliens, qu'elle est consciente et qu'elle comprend ce qu'ils racontent et qu'elle est intelligente. Et en fait, il y a tout un mystère derrière tout ça sur pourquoi elle ne se révèle pas. Et elle joue du coup le rôle d'animal de compagnie. Comment la relation avec l'alien du coup évolue. Au départ, quand il pense que c'est un animal de compagnie, puis après, vous vous doutez bien qu'à un moment donné dans le bouquin, il comprend qu'elle est intelligente. Donc ça c'est très bien mené, comment il réagit quand il comprend qu'elle est intelligente. C'est pas du tout toxique. La relation elle est très très saine, alors que c'était quand même mal parti. Donc là c'est plutôt lecture rigolote, c'est pas la lecture du siècle, mais c'était très rigolo, je me suis bien amusée. Et un autre livre, alors j'en ai pas 50 des bouquins puisque j'ai filmé les favoris de novembre il y a 2 semaines, mais un autre bouquin que je suis en train de lire, que j'adore, ça s'appelle Dark Horse par Michel Diener, et c'est le premier tome de Classe 5, c'est du space opéra d'aventure. Puisque je vous expliquais que là, pour m'inspirer pour Prime d'Obsidienne, j'ai mis pas mal de space opéra sur ma liseuse. Là c'est un space opéra d'aventure, et qui est trop bien. En fait, j'ai cette sensation que j'avais pas eue depuis que j'avais lu la trilogie de l'interdépendance de John Scalzi. Cette sensation de lire exactement ce que j'ai envie d'écrire. Et du coup, ça c'est une mine d'or pour affiner mon intention d'autrice. Et en gros, le pitch, alors, on est encore sur l'histoire d'une humaine qui a été enlevée de la Terre par une race alien avancée. Vous voyez l'algorithme de Goodreads qui propose des trucs similaires. Mais alors, c'est abordé de manière complètement différente. Le livre commence quand elle arrive à s'échapper.
et on comprend qu'elle est aidée par une intelligence artificielle, qu'elle a aidé à se libérer du vaisseau, et du coup cette IA l'aide à s'échapper. Et elle arrive dans l'espace d'une race alien qui sont un peu des elfes de l'espace, et l'IA lui a promis qu'elle serait secourue par ces aliens, etc. Et en fait, on comprend très vite que ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des intrigues politiques. Ce fameux vaisseau sur lequel elle était, c'est un vaisseau de guerre très avancé, un classe 5, d'où le titre de la série, qui est très très secret, etc. Du coup, les aliens sont très contents d'avoir mis la main dessus parce qu'ils appartiennent à une autre espèce alien. Enfin bon, il y a de l'aventure, il y a du mystère, il y a des intrigues politiques, il y a un brin de romance aussi, mais c'est très très secondaire. Et je trouve ultra bien foutu, les personnages évoluent super bien, il y a plein de détails auxquels elle pense à la différence de gravité par exemple. C'est pas de la science-fiction qu'on appellerait hard science fiction comme The Expanse qui explique tout très très scientifiquement, ça va pas jusque là non plus, ça reste du space opéra d'aventure, mais elle met des petits détails où elle parle à un moment d'un tissu qui se contracte pour s'adapter à son corps, qui vient d'une toile d'araignée, qui se contracte à la chaleur pour capturer ses proies. Elle prend le temps d'expliquer d'où ça vient comme ça, vous voyez. Ces petits détails qui donnent de la profondeur à l'univers. J'ai pas encore fini de le lire, donc ça se trouve ça devient nul à la fin, mais je pense pas. Mais pour l'instant, je suis ultra captivée. Il y a vraiment un très très bon mélange d'univers, de construction d'univers, de mystère, de relationnel entre les personnages avec cette fameuse IA, la relation est très intéressante, d'intrigues politiques, et on sent qu'il y a une petite pointe de romance qui est en train de se mettre en place. Très très bon équilibre, et en fait c'est exactement ce que j'aurais voulu écrire avec mon tout premier projet d'il y a 7 ans qui s'appelait Aeneas. Je me rends compte que j'aurais voulu écrire un truc de ce genre. Ensuite, une chaîne YouTube dont je vous ai peut-être déjà parlé, mais que je voulais mentionner rapidement, qui s'appelle Higeto Watashi, qui est un couple de japonais qui habite à Tokyo, et ils ont des sous-titres automatiques dans plusieurs langues, dont l'anglais et le français. Je préfère le mettre en anglais parce que je pense qu'ils parlent anglais et qu'ils les mettent eux-mêmes les sous-titres, alors que le français c'est auto-traduit par YouTube, donc c'est parfois moins compréhensible, mais ça existe. Et c'est un peu pareil que Now in the Studio dont je vous avais déjà parlé, donc une chaîne de style de vie japonais, un peu simple, l'esthétique avec les beaux objets, choisir avec intention, tout ce genre de choses là, un petit peu de cuisine, faire les choses en fonction des saisons, enfin on est vraiment dans ce domaine là, elle me plaît beaucoup cette chaîne. Ah oui, je voulais dire un mot sur mes bottines. Je me suis acheté des bottines noires, grand classique de l'hiver, ça faisait des années que je voulais m'en acheter comme elles coûtent un petit peu cher. J'avais mis un petit peu des sous de côté, puis cet hiver et l'hiver où je les ai achetés. La marque c'est la Botte Guardiane. Je voulais juste vous en dire 2 mots parce que c'est une marque française qui tanne son cuir en France et qui a son atelier de fabrication en France. Donc tout est français. Bon après le prix reflète ça, hein. Je crois qu'elle coûte 380 € les bottines, donc c'est quand même pas donné. Mais voilà, si vous cherchez une référence de chaussures de qualité complètement fabriquées en France, c'est top. Ça fait quelques années que c'est la première fois que j'achète des bottines, ça fait quelques années que j'achète des choses chez cette marque, notamment j'achète des sandales. Je crois que c'est ma paire de sandales qui est la plus ancienne, ça fait 5 ans que je les ai et elles sont encore bien solides. Et vous pouvez les renvoyer à l'atelier s'il y a des choses, par exemple des boucles de sandales qui se défont ou quoi. Évidemment, moyennant finance, ils le réparent. Donc c'est aussi quelque chose de durable, puisque ça permet de faire durer les chaussures pendant des années et des années, puisque l'atelier peut venir les réparer s'il y a des problèmes, etc. Donc c'est un investissement, mais c'est une marque à garder en tête si vous voulez une consommation plus slow. Ensuite, je me suis trouvé un nouveau parfum, là c'est tout récent, je l'ai trouvé il y a 2 jours. Donc la marque c'est Bon Parfumeur. Alors, celui que j'ai trouvé qui me plaît moi, c'est le numéro 702, encens lavande et bois de cachemire, qui est un... Alors eux ils appellent ça aromatique. C'est un épicé léger en fait. Donc après, pour les parfums chacun ses goûts, je vous recommande pas forcément d'acheter ce parfum là en particulier. Moi je l'adore parce qu'il a ce côté épicé, boisé, mais en même temps léger grâce à la lavande, ça le rend léger. J'adore les parfums épicés et en général le problème c'est que ils sont trop lourds en fait, trop entêtants. Et celui-là il a pas ce problème, je l'adore. J'adore le fait que c'est 30 ml, je crois que j'ai payé 42 € pour 30 ml. Donc bon, c'est un parfum, donc c'est quand même un produit de luxe, mais ça reste un tarif assez abordable pour un parfum, 42 €, 30 ml. Je sais que les Jo Malone ils sont à 53 € pour 30 ml, pour donner montrer la différence. Mais surtout ce que j'aime bien c'est qu'ils sont pas du tout genrés, ils sont rangés par famille d'odeurs. Donc là les 700 c'est les aromatiques,
Et donc il y en a 7 familles, 100, 200, 300, etc. Alors je me rappelle pas du détail, vous pouvez aller sur le site, hein. Bon Parfumeur ça s'appelle, sur le site ça doit être marqué. Mais vous avez par exemple les parfums floraux, les parfums boisés, les parfums herbacés, les parfums épicés, les parfums aromatiques. Et pour chaque gamme il y en a plusieurs. Genre là c'est 702, donc il y a peut-être 701, 702, 703, 704, où ils vous disent quelle chose il y a dedans. Donc celui-ci c'est encens, lavande, bois de cachemire. Et je trouve ça cool parce que du coup vous pouvez aller explorer en fonction de la famille, en fonction de vos goûts de senteurs, sans être influencé par le marketing qui va venir genrer l'odeur, vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que la démarche est vraiment sympa, du coup je voulais vous en parler, Bon Parfumeur. Ensuite, des bijoux, c'est une marque que j'ai découvert, donc elle s'appelle LA2L. Et en fait j'avais trouvé cette paire de boucles d'oreilles à Granville en 2021 dans un magasin qui revendait cette marque. Je les avais trouvées trop jolies et je les avais achetées pour Noël en fait, pour mettre avec une jolie robe, pour une soirée, etc. Et entre temps je me suis renseignée sur la marque, j'ai découvert que l'atelier était à Paris et du coup j'en ai racheté au fil du temps, depuis 1 an et demi, j'en ai racheté plusieurs. Là j'ai par exemple les petites pampilles que j'ai là, elles viennent de là-bas, ils vendent toutes les boucles d'oreilles à l'unité. J'en ai d'autres là. Alors vous pouvez en acheter une paire, hein, mais ils les proposent toutes à l'unité, donc si vous avez plusieurs trous comme moi, vous aimez bien mettre des choses différentes, vous pouvez aller acheter une boucle d'oreille de ci, une boucle d'oreille de ça, je trouve ça super cool. Là ce mois-ci j'ai aussi acheté une petite bague, donc j'utilise beaucoup de pierres, et j'ai acheté aussi des colliers avec le temps, je sais pas tous emmener là, mais par exemple celui-ci que je trouve trop joli. J'aime bien me constituer une collection au fil du temps. Là, ils vont tous plus ou moins les uns avec les autres, avec des pierres de différentes couleurs. J'en avais acheté pour Noël dernier, là j'en ai racheté pour ce Noël. Et du coup, au fil du temps, ça me fait des petites parures qui vont ensemble les unes avec les autres. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand je trouve une marque qui me plaît, c'est de venir compléter petit à petit la collection. Déjà, ça permet d'étendre la dépense sur le temps. Et puis d'avoir au fur et à mesure une petite parure qui va bien ensemble. Et puis là, ces couleurs très coloré avec ces petites pierres, je trouve que avec des vêtements noirs par exemple, ça fait un contraste hyper intéressant et c'est vachement sympa pour les fêtes. Je vais mettre un peu de trucs comme ça, comme petite robe noire à Noël. Et pour terminer, une série télé dont vous avez sûrement déjà entendu parler, Mercredi, série télé de Tim Burton autour de Mercredi, la fille de la famille Addams. Je crois qu'il me reste 2 épisodes à regarder au moment où je tourne cette vidéo, mais j'ai adoré. L'ambiance fait un peu penser à Sabrina, mais en beaucoup plus réussi, en tout cas selon mes goûts. Un côté gothique, etc. Malgré le fait que Mercredi ait 15-16 ans, je trouve que le ton est quand même très mature. J'adore l'ambiance, c'est super cool, j'aime beaucoup le personnage de Mercredi. Du coup là, sur du fin d'automne, début d'hiver, c'est une ambiance parfaite pour regarder une série comme ça. Du coup je l'ai adoré et je vais terminer ses favoris là-dessus. La série Mercredi qui est je crois sur Netflix. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo de Point d'artiste 2022, décembre 2022 vous a plu. Si vous avez des questions, des recommandations, des idées, etc. n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.